Bien, bon après-midi à tous, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour vous parler d'ALR et en particulier donc du patient, de l'ALR réalisé chez le patient endormi. C'est un sujet extrêmement intéressant et je remercie la SFAR de m'avoir convié à parler de ce sujet que je trouve extrêmement intéressant. Alors, tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer sur cette présentation. Alors, quand on parle de patients, de réalisation de l'ALR sous anesthésie générale ou patients sédatés, déjà, il faut un petit peu recentrer les choses sur de quelle sédation on parle. Vous le savez, il y a différentes sédations possibles, différentes profondeurs d'anesthésie. L'ASA avait un petit peu fait le ménage dans tout le type d'anesthésie qu'on peut avoir pour la sédation, de l'anxiolyse, où le patient finalement reste extrêmement éveillé, vigile, conscient, jusqu'à l'anesthésie générale, où effectivement on n'a plus aucune réponse, même à un stimuli douloureux important. Et donc là, dans ce topo, moi je vais centrer uniquement ma présentation sur la sédation profonde et l'anesthésie générale, l'ALR réalisée sous sédation profonde ou anesthésie générale, là où le patient ne peut pas communiquer. Et puis, il y a une sédation un petit peu particulière qui s'appelle la sédation dissociative. C'est l'état de sédation que vous obtenez avec la kétamine, un état un petit peu intermédiaire où le patient reste quand même vigile avec les yeux ouverts sans avoir la capacité d'interagir avec son environnement. Alors finalement, de quoi a-t-on peur quand on réalise de l'anesthésie loco-régionale sous anesthésie générale ? Eh bien, on a peur que le patient ne nous prévienne pas de signes alarmants qui vont nous alerter sur de potentiels problèmes qu'on pourrait avoir après notre geste d'ALR. En premier lieu, quand on réalise nos ALR chez patients éveillés, on est très content qu'ils nous préviennent quand ils commencent à avoir des paresthésies. Ça signe le fait que l'aiguille est peut-être un petit peu trop proche du nerf et donc on va devoir replacer notre aiguille d'ALR. En plus, on va pouvoir, chez le patient éveillé, avoir d'éventuels prodromes en cas d'intoxication aux anesthésiques locaux. Chez le patient éveillé, le patient va décrire des prodromes qui ne sont pas très spécifiques, mais qui permettent éventuellement d'avoir des signes d'alerte avant d'aller plus loin dans l'intoxication aux anesthésiques locaux. Et donc, sous anesthésie générale, eh bien, on fait disparaître ces signes d'alerte, et c'est ça qui peut être un petit peu, qui peut nous faire peur. Alors, est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, effectivement, il y a des case reports dans la littérature qui traînent et qui sont extrêmement alarmants, catastrophiques, avec des issues parfois extrêmement délétères pour le patient. Je vous ai pris ici deux exemples, c'est deux cas cliniques extrêmement tristement célèbres. Un cas clinique d'ALR centrale, c'était une péridurale lombaire posée sous anesthésie générale dans le cadre d'une prothèse de genou chez une femme de 62 ans. Et en post-opératoire, cette dame a développé un déficit sur les membres inférieurs extrêmement important, avec des images IRM absolument catastrophiques, des bulles dans la moelle, de l'infarcissement de moelle et des explications un petit peu obscures sur le papier. Et puis, du côté de l'ALR périphérique, pareil, on a aussi des case reports extrêmement inquiétants. Ici, une série de 4 cas, des BIS réalisés sous anesthésie générale, avec comme complications des rachis totales, des lésions radiculaires, des lésions de moelle également, des choses extrêmement alarmantes. Et donc, ces case reports qu'on trouve dans la littérature, ils ont fait un petit peu tache d'huile sur nos pratiques d'ALR. Et donc, on a plutôt tendance à faire nos ALR chez patients éveillés. Alors vous allez me dire, très bien, mais en pédiatrie, comment ils font ? Il y a des pédiatres dans la salle ? Ouais. Donc en pédiatrie, comment on fait ? En pédiatrie, on fait tout sous anesthésie générale, y compris la pose de blocs centraux. Alors est-ce que ce sont des criminels pour autant ? Eh bien, en pédiatrie, on a la chance d'avoir quand même des grosses cohortes observationnelles qui ont été réalisées plutôt récemment, avec celle de l'ADARPEF en 2010, celle de la PRAN, le réseau anglo-saxon, en 2018, et puis en 2019, l'étude européenne Apricot, on a extrait les données d'ALR européennes. Et c'est des cohortes qui sont quand même relativement importantes. On a par exemple pour la PRAN plusieurs centaines de milliers de patients. C'est évidemment donc des cohortes pédiatriques. On fait l'ALR sous anesthésie générale dans plus de 90% des cas. Et on observe pas vraiment plus de complications que chez l'adulte. C'est-à-dire au niveau des complications neurologiques, on est aux alentours de 2 pour 10 000. Je vous rappelle que les chiffres, c'est 2 à 4 pour 10 000. Et puis en ce qui concerne l'intoxication aux anesthésiques locaux, on a plutôt aussi des données rassurantes avec aux alentours de 1 à 5 pour 10 000. C'est similaire à ce qu'on peut trouver chez le patient adulte éveillé. Alors, donc,
à tel point que les recommandations en pédiatrie, c'est de réaliser les anesthésies locorégionales sous anesthésie générale. C'est considéré dans les papiers comme le standard of care, le gold standard en pédiatrie, c'est de réaliser les blocs d'ALR sous anesthésie générale. Donc je rassure les pédiatres, on va pouvoir continuer à chanter des chansons lors de l'induction. Ensuite, là, je vous ai dit, bah oui, chez l'adulte, il faut se méfier de l'ALR sous anesthésie générale parce que du coup, on va se priver de signes éventuellement alarmants pour d'éventuelles complications d'ALR, alors que chez l'enfant, c'est recommandé. Donc, on est un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui et non, oui et non. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Alors, qu'est-ce que disent les recommandations, notamment les recommandations françaises, c'est celles qu'on doit respecter ici en France, c'est celles de la SFAR évidemment, en 2016, sur l'ALR périphérique. On voit que la SFAR nous recommande de réaliser en première intention nos ALR chez le patient éveillé ou légèrement sédaté. Vous vous souvenez du petit schéma que j'ai montré en début de topo sur l'anxiolyse et la sédation consciente. Donc on peut faire nos ALR chez le patient anxiolisé ou légèrement sédaté, capable de répondre. Par contre, elle introduit une notion grâce à ces données pédiatriques, qui est que, effectivement, après discussion, on peut quand même, de temps en temps, quand c'est nécessaire, envisager des réalisations d'ALR sous anesthésie générale, mais qu'il faut pouvoir le justifier. En ce qui concerne l'ALR médulaire, périmédulaire, on a les recommandations de 2007 qui sont pour l'instant toujours en vigueur. Et là, il faut plutôt réaliser nos anesthésies locorégionales périmédulaires chez le sujet éveillé. Ça doit rester exceptionnel de le faire sous anesthésie générale. Qu'est-ce qui se passe chez les Américains? C'est globalement la même chose. On nous recommande de ne pas faire d'anesthésie locorégionale de manière routinière sous anesthésie générale, mais on peut l'envisager sous certaines conditions. Et puis pour la LR périmédulaire, ils sont un petit peu plus frileux, un petit peu comme la SFAR, où vraiment ça doit rester exceptionnel. On doit privilégier la réalisation des blocs centraux chez le patient éveillé pour ne pas masquer des signes d'alerte. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais moi, j'aimerais vous poser une première question. Je suis désolé, j'ai voulu faire le slide-où, là, les QR codes, ça n'a pas marché. Si vous aviez une prothèse de genou à poser sous anesthésie générale, et vous voulez envisager un bloc fémoral à visée analgésique, donc on fait une anesthésie générale pour l'anesthésie, mais vous voulez quand même un bloc fémoral pour l'analgésie, une situation extrêmement simple. Combien dans la salle le font avant l'induction? Levez la main. OK. Donc la majorité des personnes ici présentes font le bloc avant l'induction. Si je vous pose la même question pour le bloc interscalénique, vous avez une prothèse d'épaule à poser sous anesthésie générale, on veut faire un bis à visée analgésique, combien de personnes ici le réalisent avant l'anesthésie générale? Pareil. Donc, globalement, dans cette salle, la majeure partie des anesthésistes réalisent leurs ALR périphériques, du moins, chez le patient éveillé. Je vais quand même vous donner quelques clés de réflexion, parce qu'en fait, ça, c'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie, on est parfois obligé de réaliser nos ALR chez le patient sédaté ou anesthésié. Et pour ça, il faut quelques clés de réflexion. Alors déjà, la première, c'est de savoir si le patient est un bon moniteur pour prévenir les risques de l'anesthésie locorégionale. Eh bien, je suis au regret de vous dire que le patient, c'est finalement un très mauvais moniteur. Dans cette étude, qui date un petit peu, de 2006, de Perlas, ils ont regardé la sensibilité des paresthésies quand on venait au contact du nerf sous échographie. Ils faisaient des blocs axillaires et avec l'aiguille, ils venaient volontairement titiller un des nerfs du bloc axillaire et ils regardaient si ça provoquait des paresthésies chez le patient. Eh bien, je suis au regret de vous dire que seulement 38% des patients décrivaient des paresthésies dans ces conditions. Alors très bien, vous allez me dire, ok, mais là, ils ont juste titillé les nerfs. Bah, très bien, allons plus loin, on va aller rentrer dans les nerfs. Et donc ça, c'est l'étude de Bigeleisen que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une étude un petit peu ancienne maintenant, et qu'on pourrait probablement plus reproduire aujourd'hui. Une étude où M. Bigeleisen, il a pris des patients, il leur a fait des blocs axillaires, et il est volontairement rentré dans les nerfs, et il a injecté son anesthésique locale dans les nerfs. Et on voyait à l'échographie le nerf gonflé, etc. Pareil, on observe dans ces résultats. Alors, je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà. On observe dans ces résultats une vraie discordance entre les injections intraneurales. Il y en a eu 22, par exemple, pour le nerf médian. Seuls 18 patients ont évoqué des paresthésies. Alors, le nerf médian, c'est plutôt un bon exemple où les paresthésies sont présentes. Mais si je vous prends, par exemple, le nerf ulnaire, il n'y avait que la moitié des patients qui décrivaient des paresthésies au moment où on injectait directement dans le nerf. Là, on est vraiment dans une injection intraneurale. Donc, le patient, mauvais moniteur pour les paresthésies.
Autre chose qu'il faut avoir en tête quand on veut envisager éventuellement une ALR sous anesthésie générale, c'est de savoir si finalement on est protégé avec l'anesthésie, avec l'échographie, l'ALR sous échographie. Est-ce que c'est un rempart suffisant pour réaliser nos ALR chez le patient endormi? Alors, pareil, une étude de 2011 où ils ont regardé l'incidence des injections intraneurales sur des blocs interscaléniques et des blocs supraclaviculaires. Ils filmaient les blocs et après ils demandaient à des experts de regarder s'il y avait eu des injections intraneurales. Eh bien, dans ce papier, on retrouve 17% d'injections intraneurales. Ça veut dire que l'échographie ne prévient pas les injections intraneurales. De plus, l'échographie est incapable de dire si on est intrafasciculaire ou extrafasciculaire. Je vous rappelle qu'au niveau anatomique, au niveau nerveux, ce qui va nous inquiéter tout particulièrement, c'est si on va dégrader ces unités anatomiques qui sont le fascicule à l'intérieur du nerf. L'échographie n'est pas en mesure de détailler si on est en intrafasciculaire ou en extrafasciculaire. Autre chose, par contre, l'échographie, ce qu'elle peut faire, c'est diagnostiquer une injection intraneurale. Alors, je vous montre une vidéo d'un ami d'ami d'un cousin par alliance. Où là, on voit une extrêmement belle injection intraneurale dans le nerf ulnaire au cours d'un bloc axillaire. On va voir le nerf gonfler immédiatement, vous voyez, séparation des fascicules. Donc, cette personne a été virée de l'équipe d'anesthésie. Non, ça arrive régulièrement, hein, vous le faites tous. Ce qu'il faut, c'est évidemment, dès que ça vous arrive, vous arrêtez d'injecter immédiatement. Hein. Et votre ALR, elle va être parfaitement efficace, vous n'avez même plus besoin d'injecter quoi que ce soit. Hein. Avec un CC, c'est fini. Alors par contre, que fait l'échographie de manière assez maintenant validée dans la littérature? L'échographie permet de diminuer les ponctions vasculaires. Et ça, c'est bien montré maintenant dans la littérature. Je vous invite à lire ce papier, qui est une revue de la littérature sur les bénéfices de l'échographie. Hein, et donc, on a moins de ponctions vasculaires avec l'échographie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Effectivement, on voit quand on injecte dans un vaisseau, on voit mieux les vaisseaux, évidemment, qu'en neurostimulation ou juste par des techniques anatomiques. On a pu se rapprocher des nerfs et donc diminuer les concentrations et diminuer les doses. On a du coup diminué le risque d'intoxication aux anesthésiques locaux par 4, mais je mets ça entre parenthèses, parce que depuis, on fait beaucoup plus de plain blocs, hein, ces blocs de diffusion où on injecte des quantités assez importantes d'anesthésiques locaux. Et donc, je l'ai mis entre parenthèses pour attirer votre attention sur le fait que sur les plain blocs, on met des quantités d'anesthésiques locales parfois très importantes. Enfin, on a diminué le risque de pneumothorax hein, sur ces blocs à risque, le bloc supraclaviculaire, infraclaviculaire. On a moins de pneumothorax quand on utilise l'échographie. En revanche, beaucoup de difficultés à montrer qu'on a une différence sur les lésions nerveuses persistantes. Alors très bien, l'échographie, c'est mieux, ça ne prévient pas tout, ce n'est pas un rempart absolu. Très bien, mettons en plus de la neurostimulation, faisons de la dual guidance quand on a besoin de faire une anesthésie, un bloc sous anesthésie générale. Et là encore, c'est un petit peu décevant, la neurostimulation. On obtient une belle spécificité, c'est-à-dire quand vous êtes avec une stimulation de 0,2 mA et que vous avez une réponse motrice, quasiment à coup sûr, vous êtes en intraneural. Hein, une grande spécificité. Par contre, c'est un appareil qui est peu sensible, puisque dans seulement 75% des cas, on va détecter une injection intraneurale de ce type. Il y a des papiers qui décrivent le fait qu'on peut avoir des aiguilles qui sont en intraneural et on a parfois besoin de monter l'intensité jusqu'à presque 2 mA pour avoir une réponse motrice. Donc vous voyez bien que la neurostimulation, c'est pas mal. C'est effectivement quand on a une réponse à 0,2, on est en intraneural. Par contre, on n'a pas toujours cette réponse. Et puis, je vous invite à réfléchir aussi sur vos pratiques. C'est-à-dire quand vous faites une anesthésie générale, bien souvent, vous avez besoin d'intuber, de curariser pour faciliter l'intubation. Et alors là, quid de la neurostimulation chez le patient curarisé? C'est comme votre TOF, hein, quand vous monitorez la curarisation, il ne se passe pas grand-chose. Autre élément important, est-ce qu'on prend le même risque sur chaque bloc? Alors là, on va s'intéresser quelques petits instants sur l'anatomie du nerf. Le nerf, on nous le décrit souvent de cette manière-là, hein, c'est-à-dire le schéma que vous avez complètement en bas à droite, avec des fascicules, le paranèvre autour, hein, toutes les structures anatomiques du nerf. En fait, le nerf, il n'est pas anatomiquement constant sur toute sa longueur. Quand on va de la proximité, donc c'est-à-dire ici sur la gauche de l'écran, vers la distalité, vers la distalité, on va avoir un changement dans le tissu conjonctif qui accompagne le nerf. On va passer d'une structure plutôt bifasciculaire, avec 2 gros fascicules, donc beaucoup de tissu nerveux et peu de tissu conjonctif, vers une structure multifasciculée, avec beaucoup de fascicules, plus de tissu conjonctif.
Et ça, c'est bien montré par une étude qui est aussi célèbre, qui date de 2008, c'est un petit peu ancien, mais ça n'a pas changé, qui a quantifié chez des cadavres la quantité de tissu neural par rapport au tissu conjonctif à différents étages sur un nerf. Et là, on est sur le membre supérieur, et donc ils ont regardé en bis, en supraclaviculaire, en infraclaviculaire, et puis en infracoracoïdien, hein, on est presque en axillaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit sur ce graphique que la proportion de tissu conjonctif va augmenter au fur et à mesure qu'on va vers la distalité. Ici, on est en bis, hein, en bloc interscalénique. Vous avez beaucoup de tissu neural ici en gris foncé, et des peu de tissu conjonctif à peu près à part égale. Et puis, quand on va aller vers la distalité, on va avoir plus de tissu conjonctif protecteur qui va potentiellement être protecteur. On n'a pas vraiment la certitude absolue, hein, mais c'est ce qui est évoqué pour dire qu'on est un petit peu plus en sécurité quand on est en distalité par rapport au proximal. Alors, on a quand même maintenant... Alors, ça, c'est des données qui sont difficiles à montrer. Classiquement, on disait que le BIS, c'était quand même un bloc qui était particulièrement à risque parce qu'on avait beaucoup de case reports, mais on avait du mal à le montrer dans les études. Et là, on a une petite nouveauté, une publication dans RAPM en février de cette année, où là, ils ont colligé une quantité colossale d'études, de blocs périphériques, et ils ont essayé de quantifier le risque qu'on prenait, le risque d'avoir des lésions nerveuses post-opératoires. Et là, on a des données qui sont relativement intéressantes sur l'incidence des lésions nerveuses post-opératoires plutôt précoces, entre 48 et 2 semaines, hein, 48 heures et 2 semaines. Et on voit que les blocs ne sont pas tous égaux. Si vous regardez cette colonne ici, c'est le nombre de blocs par milliers, hein, c'est l'incidence des lésions neurologiques précoces en nombre par milliers. Et on voit qu'effectivement, les blocs à risque, c'est le bloc interscalénique. Ça a l'air d'être plutôt confirmé. C'est le bloc axillaire. On est un petit peu plus tranquille avec le plexus lombaire, curieusement, mais c'est ce qu'il retrouve dans cette étude. Un petit peu plus tranquille aussi sur le poplité. Et enfin, avec moins de risques, hein, avec des incidences qui diminuent franchement pour les blocs du membre inférieur et puis le supraclaviculaire et l'infraclaviculaire. Et ce que montre aussi cette étude, c'est intéressant, on n'a jamais réussi à montrer que l'échographie diminuait les lésions nerveuses post-opératoires, les lésions nerveuses post-ALR. Eh bien, cette étude, pour la première fois, montre qu'il y a quand même une petite différence. Alors, c'est à interpréter avec des pincettes, puisque dans le groupe ultrason, là où ils ont utilisé l'échographie, ils ont mis dedans toutes les techniques où il y avait au moins un peu d'écho. C'est-à-dire, dedans, il y a aussi de la dual guidance, il y a aussi donc de l'échographie avec de la neurostimulation. A contrario, dans le bloc sans échographie, il y a plein de choses aussi. C'est-à-dire, il y a les techniques juste avec la paresthésie, hein, des techniques très anciennes qu'on n'utilise plus. Il y a les techniques de neurostimulation seules, les techniques juste avec des repères anatomiques. Et donc, voilà, ils ont séparé, dichotomisé les blocs en 2 groupes, mais on a l'impression que quand on utilise l'échographie, on a un petit peu moins de risque de lésions nerveuses au moins précoces. C'est moins vrai, ils n'avaient pas de données suffisantes pour les données à long terme, hein, d'accord ? Mais ça, c'est un premier pas pour montrer peut-être que l'échographie a un intérêt sur les lésions nerveuses. Est-ce qu'on prend le même risque également en termes de toxicité aux anesthésiques locaux ? Alors, je vous invite à lire cette review relativement récente de 2021 de McFarlane, où il a regardé effectivement s'il y avait une différence de risque d'intoxication aux anesthésiques locaux en fonction de différentes situations cliniques qui sont listées ici sur le côté gauche et en fonction des blocs, que ce soit en single shot ou avec des cathéters. Et cette étude, cette review, elle est relativement intéressante parce qu'elle nous permet un petit peu de classer nos anesthésies loco-régionales en termes de risque d'intoxication aux anesthésiques locaux. Et donc, on voit que globalement, sur les blocs du membre inférieur et sur les infiltrations sous-cutanées, il y a moins de risques. On a un petit peu plus de risques sur les blocs du membre supérieur et sur la péridurale, hein, sur les techniques péridurales. Et on a plus de risques sur les blocs de diffusion, hein, les plain blocs, sur le bloc paravertébral et sur les blocs intercostaux. Et donc ça doit rentrer en compte dans votre gestion de la prise de risque que vous allez prendre pour faire votre anesthésie loco-régionale à un éventuel patient sous anesthésie générale ou sédaté. Et donc, je voulais vous rappeler effectivement, hein, donc faites attention quand même aux doses que vous injectez quand vous faites les blocs de diffusion, hein, sur ces blocs un peu populaires, ESP, QLB, TAP, etc. On arrive parfois à des doses assez importantes. Et puis, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est complètement négligé dans les études, c'est difficile à montrer, c'est l'expérience de l'opérateur.
Si on reprend les deux cas cliniques que je vous ai montrés au début de mon topo, sur l'ALR centrale et l'ALR périphérique, si on la lit en détail, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ils ont fait des catastrophes. C'est-à-dire que par exemple pour l'ALR centrale, pour la péridurale posée en lombaire, c'était une technique réalisée par un jeune interne. Alors, il pose très bien les péridurales, les internes, ce n'est pas vraiment le problème, mais c'était quelqu'un de peu expérimenté. Surtout, la personne avait déjà eu un antécédent de laminectomie lombaire. Il y avait une cicatrice dans le dos. Ils ont essayé de piquer à ce niveau-là. Et puis, il y a eu des ponctions multiples sans qu'on alerte un collègue et sans qu'on prenne le relais avec quelqu'un de plus expérimenté. De l'autre côté, sur la LR périphérique, pareil, c'était des techniques à l'aveugle. On vient taper dans l'apophyse transverse de C6, on recule, enfin des choses qui nous semblent maintenant, avec nos standards actuels de sécurité, complètement aberrants. Donc, voilà, ces case reports sont maintenant à prendre peut-être avec des pincettes. On doit aussi également peut-être avoir en tête qu'est-ce que préfère le patient. Et bien là, c'est unanime, je suis désolé de vous dire ça, mais quand on pose la question au patient, est-ce que si on devait refaire la même intervention avec la même ALR, vous préféreriez être endormi ou plutôt éveillé? Eh bien là, la réponse, elle est évidente, il préfère être endormi, être inconscient. Ce n'est pas être sédaté, c'est être inconscient. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, les patients préfèrent dormir pendant les ALR. Ils ne mesurent pas évidemment le bénéfice que vous allez leur apporter en faisant peut-être une ALR éveillée, en bypassant la salle de réveil. Tout ça, c'est à vous de l'expliquer en consultation d'anesthésie. Mais de prime abord, quand vous voyez un patient, clairement, ils ont très souvent envie de dormir pour l'ALR. Alors dans la pratique, comment ça se passe? Si on pose la question aux anesthésistes, qu'est-ce que vous faites dans votre pratique? Il y a cette étude qui est intéressante, qui est un peu ancienne, mais probablement que les chiffres n'ont pas beaucoup varié. C'est dans la région d'Oxford, en Angleterre. On a demandé aux anesthésistes comment ils réalisaient finalement leur bloc. Éveillés, sédatés, endormis. Alors, ils ont répondu que pour les blocs périmédulaires, dans 80% des cas, ils réalisaient leur bloc éveillé. Et donc ça, je pense qu'on est tous à faire à peu près pareil. On privilégie le fait d'être éveillé pour nos anesthésies périmédulaires, péridurale lombaire, péridurale thoracique. Pour les blocs du membre supérieur, les blocs tronculaires ou périphériques du membre supérieur, seulement 30% des gens font l'ALR éveillé avant l'induction. Bon, moi j'étais un petit peu étonné, mais je pense que ça correspond quand même à la pratique. Dans pas mal d'endroits. Et puis enfin, sur le membre inférieur, seulement 10%. Ça veut dire qu'ils endorment les patients et ils font le bloc du membre inférieur sous anesthésie générale. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent si les patients, le taux de complications qu'on peut avoir après des anesthésies loco-régionales réalisées sous anesthésie générale. Il n'y a malheureusement que cette grosse étude, une étude rétrospective observationnelle sur une cohorte allemande où ils ont colligé donc plus de 42 000 blocs et ils ont regardé effectivement le taux de complications en fonction du patient s'il était éveillé, sédaté ou en anesthésie générale. Et ce qu'on retrouve, c'est que finalement, que ce soit pour l'ALR périphérique ou l'ALR centrale, il n'y a pas de différence en termes de pneumothorax, en termes d'intoxication aux anesthésiques locaux, en termes de ponction durale. Pour l'ALR périphérique, il y a un petit peu plus de ponction vasculaire sous anesthésie générale et un tout petit peu plus d'échecs, à 0,5%, alors que chez le patient éveillé, on est plutôt à 0,1, 0,2%. Un peu de mal à expliquer ces résultats. En tout cas, pour les ponctions vasculaires, on peut éventuellement se dire que les vaisseaux sont un petit peu plus dilatés avec l'anesthésie générale et qu'on a peut-être un petit peu plus de chances d'aller ponctionner ces vaisseaux. Pour la LR centrale, là, c'est l'inverse. Un petit peu moins de ponction vasculaire sur la LR centrale. Peut-être qu'on est mieux installé, mieux positionné, on est peut-être plus central. Difficile à interpréter ces résultats. Et enfin, il y a un élément important sur les paresthésies, où en fait les auteurs décrivent moins de paresthésie post-opératoire chez les patients qui ont eu un bloc sous anesthésie générale. Un petit peu curieux également, mais à prendre également avec des pincettes. Là, on parle de patients qui ont eu des cathéters. D'accord ? Ils sont intéressés aux paresthésies chez les patients chez qui on pose des cathéters. Donc on ne peut pas généraliser à l'ensemble de l'ALR. En tout cas, il y avait une meilleure satisfaction. Comme je vous l'ai dit précédemment, les patients préfèrent être endormis. Alors, pourquoi on ferait un bloc sous anesthésie générale ? Bien, il y a trois choses à prendre en compte à mon sens, trois paramètres importants, le bloc, le patient, l'opérateur. Pour le bloc, il faut que ce soit un bloc peu risqué, on l'a vu, par exemple les ALR du membre inférieur sont moins risqués potentiellement que les autres.
que ce soit une stratégie analgésique. Je vous parle de la stratégie analgésique parce que quand vous faites un bloc analgésique, il n'y a pas forcément besoin d'aller se rapprocher très près des nerfs. On n'a pas les mêmes enjeux que quand vous faites une démarche anesthésique, où là, vous allez peut-être un tout petit peu plus près des nerfs. Vous pouvez vous mettre un tout petit peu plus à distance. Quand vous faites un bis pour une stratégie analgésique, n'allez pas titiller les racines nerveuses, c'est inutile. Vous n'allez rien gagner à part des problèmes. Enfin, les plain blocs, on a plutôt l'habitude de les faire sous anesthésie générale. C'est souvent des blocs un peu douloureux. Ceux qui font de l'ESP, par exemple, je ne sais pas quelle expérience vous en avez, mais c'est quand même des blocs qui font mal. Attention quand même tout de même aux doses. Pour le patient, il faut un patient qui soit demandeur. Il y a des patients qui ne sont pas du tout coopérants et l'exemple typique, c'est la pédiatrie. On a aussi des patients extrêmement stressés qu'on n'arrive pas à gérer au bloc opératoire. Faites un bon bloc d'anesthésie loco-régionale, tant pis, sous anesthésie générale, en justifiant votre choix. C'est tout à fait faisable. Pour le coup, il faut essayer d'avoir plutôt une anatomie simple. Vous ne lancez pas chez des patients qui ont des anatomies compliquées, des patients obèses. Ça peut quand même être plus compliqué. Enfin, au niveau de l'opérateur, il faut un opérateur qui soit plutôt expérimenté, ou en tout cas, si c'est un junior, qui soit encadré. C'est aussi une bonne manière d'apprendre l'ALR, de faire des blocs sous anesthésie générale. C'est beaucoup plus confortable pour la personne qui encadre et pour l'interne ou la personne en formation que quand on fait chez le patient vigile. Vous l'avez tous un petit peu expérimenté. Clairement, on est plus serein. Vous avez juste le chirurgien sur le dos, c'est tout. Pour ce qui est de ne pas faire un bloc sous anesthésie générale, j'aurais quand même tendance à mettre un petit peu des restrictions sur le bis. En tout cas, si vous vous lancez dans le bis avec une anesthésie sous anesthésie générale, il faut quand même en avoir l'habitude. Ce n'est pas quand vous en faites 5 par an qu'il faut faire du bis sous anesthésie générale. On ne va pas privilégier les ALR centrales, alors pour les raisons que je vous ai évoquées, mais aussi pour des raisons de praticité, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile d'avoir un patient qui va se positionner tout seul, en position assise, faire le dos rond, se courber, pouvoir nous prévenir de ce qu'il ressent, c'est quand même un petit peu plus confortable pour nous. Le patient, s'il a une anatomie compliquée, le patient obèse, on aura peut-être un petit peu plus de restrictions à faire ça. Et puis enfin, si on est peu expérimenté en ALR, qu'on n'en fait vraiment pas souvent, qu'on travaille d'habitude dans des secteurs où il y a peu d'ALR, vous ne lancez pas à faire des ALR chez le patient sous-âgé comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis très ravi de répondre aux questions.